Hello there. Hey, bonjour tout le monde, c'est Mers. Bienvenue à cette 12e semaine de cette session d'hiver 2021, à distance bien sûr. La bonne nouvelle, c'est la fin de la session. Donc, dernier cours cette semaine. Puis la semaine numéro 13, ben, il va y avoir l'examen final. Donc, bonne nouvelle pour ça. Le projet TP numéro 4, je vais vous en parler vers la fin du cours, vers la fin de la vidéo. Il est à remettre le 12 mai, mercredi le 12 mai. Donc, vous devez le remettre sur le serveur, puis je vais vous corriger en regardant vos projets sur le serveur. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous faire encore une démonstration comment envoyer son projet sur le serveur, faire le déploiement. Donc, pour cette semaine, il y a 5 petites parties théorie. Après ça, je vous parle de l'examen. Puis après ça, ben, je vous parle un petit peu du projet TP4. Donc, théorie pour cette semaine, il y a 5 petites parties théoriques. Les 5 petites parties théoriques, évidemment, c'est un cours de 13 semaines. On n'aura pas eu le temps de les voir comme il faut. Je vous les présente quand même. Je vous fais une petite démonstration. Pour le TP4, ben, la dernière partie, ça serait peut-être de prendre une de ces petites parties théoriques-là que je vais vous montrer aujourd'hui, d'en choisir une qui vous plaît, qui vous tente, puis de l'insérer à votre projet TP4. Donc, je répète, je vous présente 5 petites parties théoriques aujourd'hui. Je vous fais une démo. Puis après ça, vous devez décider lequel des 5 ça vous tente d'insérer à votre projet TP4 parce qu'on manque de temps pour la session. On ne peut pas toutes les faire non plus. Donc, je vous en présente 5. Puis, je vous donne même dans mes notes de cours, dans des dossiers différents, le code que j'ai utilisé pour les intégrer à mon projet. Donc, je vous donne le code, mais c'est à vous de les faire fonctionner en passant les bons paramètres d'Angular si vous décidez d'en prendre un de ces 5-là. My name is Jeff. Donc, les autres semaines, c'était plutôt que je vous donnais pas mal tout le code. Là, je vous donne le code du côté serveur back-end, mais je ne vous dis pas vraiment comment le faire dans Angular pour faire le lien. Donc, si vous regardez dans mes vidéos, vous allez voir un petit peu, là, mais je ne vous fais pas un copier-coller comme d'habitude. Je vous présente les 5 parties. Je les ai faites fonctionner. Si vous décidez d'en prendre une de ces 5-là pour les faire fonctionner dans votre projet Angular, vous allez avoir des points en conséquence. Donc, on y va pour la matière cette semaine, 5 bouts de matière. Et après ça, je vous parle un petit peu de l'examen et de la remise du TP4. Donc, on y va pour les 5 petits bouts de matière et les démonstrations. Bon, on est rendu à la partie Upload. Upload, ben, ça consiste simplement, quand vous êtes dans votre navigateur web, que ce soit sur un téléphone ou que ce soit sur un ordinateur, de se connecter au serveur, au back-end, puis de lui envoyer un fichier. La plupart du temps, ça va être une photo, ça pourrait être un fichier PDF, ça pourrait être n'importe quel type de fichier que vous avez besoin sur votre serveur web. Donc, exemple, vous êtes au Japon, vous voyez un nouveau produit extraordinaire que vous aimeriez vendre en ligne. Vous pourriez prendre une photo du produit, puis de l'envoyer sur votre serveur pour faire en sorte qu'il soit affiché sur votre site web. Et à ce moment-là, vous pourriez être le premier à vendre ce produit-là, mettons, dans votre coin de pays. Donc, l'important, c'est que souvent, on va sur un site web ou, par exemple, Facebook, puis on envoie des photos, on envoie des vidéos, n'importe quoi. On ne se pose pas la question comment on fait pour envoyer des images sur un serveur que lui puisse par la suite les utiliser sur le site web. Ça se fait automatiquement, on n'y pense pas. Mais ça prend un programmeur qui va programmer le fait que le serveur puisse recevoir des fichiers. Donc, dans les notes de cours, ben, vous avez quelques petits trucs. C'est un espèce de barbe à trucs. Là. Donc, démarrer Apache, on l'a déjà fait. Puis ensuite de ça, faire un include dans un fichier PHP, ça, c'est déjà fait aussi. Le truc de mettre les apostrophes dans les guillemets ou les guillemets dans les apostrophes, souvent en PHP, ça nous cause un problème. Comment passer des variables dans une adresse URL? Donc, quand on a un post, ça, on l'a utilisé dans Angular, si vous avez vu mes TP. Donc, point d'interrogation, le nom égale le contenu de la variable et commercial, le nom égale un autre contenu de variable. Donc, on peut passer. On voit ça sur la plupart des sites web comme Google, quand on fait une recherche ou quelque chose comme ça. On passe des paramètres dans l'URL en autant que ce ne soit pas des mots de passe qui soient visibles par tous. Ensuite de ça, le petit truc de mettre en majuscule, le petit truc de mettre un A commercial devant une ligne qui fait un warning ou une petite notice en PHP, ça peut vraiment nous aider.
J'ai mis un complément sur les formulaires. Si jamais vous voulez utiliser les formulaires, ça peut vous aider de les récupérer en PHP. Donc, que ce soit les boutons radio, les listes déroulantes, les cases à cocher, les listes à sélection multiple. Donc, je vous ai mis des petits trucs là. On arrive à la partie principale qui est le transfert d'un fichier sur le serveur. Ça prend 3 choses pour transférer quelque chose sur le serveur. Premièrement, un fichier du côté du client qui va nous envoyer le document, un fichier par exemple sur le serveur. Ça prend un fichier sur le serveur qu'on va écrire en PHP qui va récupérer ce qui est envoyé. Il va l'envoyer dans un fichier temporaire, dans un dossier temporaire. Puis ensuite de ça, on va l'envoyer dans le bon dossier en lui donnant le bon nom. Donc ça, je vous fournis aussi le code pour ça. OK? Puis finalement, du côté du serveur, il faut programmer le serveur pour qu'il puisse accepter les uploads, donc les téléchargements du côté du serveur. Donc, qu'on puisse envoyer quelque chose du côté du serveur. Donc, on commence. Vous avez le code qui est ici. Ce n'est pas tellement compliqué. Pour ce qui est du transfert du côté du serveur, vous allez voir ici, c'est un fichier HTML. Il n'y a pas de PHP. C'est tout simplement un fichier HTML dans lequel vous allez faire un petit formulaire. Donc, vous avez ici là, un form qui se termine par un /form. Ensuite de ça, vous avez comme méthode, c'est un post. L'action, c'est le nom du fichier que vous allez appeler lors du transfert. Oh, quelque chose de spécial, très important ici. J'aurais dû le mettre en jaune. AnkType égale multipart form data. Ça fait en sorte que ça va envoyer un document. Ça ne va pas envoyer juste un formulaire avec des données à l'intérieur. Ça va envoyer multipart form data. Ça va envoyer un document, que ce soit un PDF, une image, un MP3, n'importe quoi. Ça va encrypter puis ça va envoyer un document avec l'appel du formulaire. Ainsi ai-je parlé. Là, je demande quel fichier voulez-vous me transmettre. On fait apparaître ici avec le navigateur ici un petit bouton parcourir. On va pouvoir parcourir sur notre téléphone ou sur notre ordinateur quel document on va envoyer. Sinon, on est obligé de l'écrire manuellement. Ensuite de ça, j'ai un champ caché, hidden, qui s'appelle, il faut absolument donner le bon nom, max file size, qu'on met une valeur à 0. Si on met ça, c'est une valeur en octet. 0, ça veut dire qu'on peut transmettre n'importe quelle grosseur de fichier. Sinon, on pourrait mettre une grosseur maximum parce que c'est une façon vraiment là, de faire planter un serveur, faire qu'il ne fonctionne plus si on envoie des fichiers qui sont immensément gros. 8 téraoctets, mettons un fichier de 8 téraoctets, c'est assez gros pour faire planter un serveur. Donc, souvent, on va mettre une valeur maximum. Si on met 0, c'est qu'on ne met pas de grosseur maximum pour le fichier. Puis ensuite, il y a le fameux champ input type file name fichier. Le nom qui est ici est important parce que c'est ce qu'on va recevoir dans le PHP. Donc, on va faire un request, on va aller chercher le PHP. Puis ensuite, il y a un petit bouton pour cliquer dessus pour envoyer le fichier. Finalement, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur tout ce qu'il y a dans le PHP, mais au moins être capable de comprendre le code. Okay? Donc, on a une première fonction qui va afficher les codes d'erreur. Les codes d'erreur, je les ai trouvés dans un livre. C'est rare, oui, dans un livre en 2021. Mais le 0, ça veut dire que ça réussit. Le 1, ça veut dire que le fichier est trop grand selon le php.ini. 2, ça veut dire taille du fichier trop grand selon le formulaire, comme on vient de voir ici. Puis partiellement transmis, mettons une coupure du réseau, ou fichier non transmis. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? C'est que dans une variable ici, je vais indiquer le chemin dans lequel je veux enregistrer mon fichier que j'ai téléchargé, que j'ai envoyé sur le serveur. Donc, dans mon cas ici, à la racine de var, de mers, je me suis créé un petit dossier upload. J'ai mis les droits en écriture. Très important, j'ai mis les droits en écriture. Donc, il va m'envoyer le fichier que je télécharge sur le serveur dans ce dossier-là. Donc, si le fichier existe, je regarde is7. Si le fichier existe, vous avez vu dans le formulaire, il y avait fichier. Donc, je réutilise le même nom. Signe de $ file fichier. Je récupère le fichier qui est envoyé dans un dossier temporaire. Je me fais un petit message pour l'utilisateur. Upload du fichier. Ça, c'est une variable ici globale. Signe de $ file fichier. Comme deuxième argument, son nom. En cours. Donc, je vais faire afficher le nom du fichier, puis je vais dire que le transfert est en cours. Ensuite de ça, je fais un A commercial copie au cas où ça ne fonctionne pas pour pas que ça me fasse un message d'erreur. Je prends signe de $ file, encore une fois, fichier. Le nom temporaire qui a été envoyé sur le serveur. Je l'envoie dans le signe de $ dire, c'est l'endroit où je veux l'envoyer.
Ensuite de ça, tout simplement, je vais lui donner le bon nom de fichier parce qu'il a donné un nom temporaire sur le serveur. Ensuite, si ça a passé, si ça a fonctionné, la copie du fichier du dossier temporaire au dossier dans lequel je veux l'avoir. Donc, à ce moment-là, je fais transmission réussie dans le dossier. Là, je marque le chemin. Ensuite de ça, je fais afficher les codes d'erreur. J'appelle code pour faire afficher les codes d'erreur qu'on a vu ici dans la petite fonction code d'erreur pour voir si ça a marché. Si c'est le code d'erreur 0, parfait, ça veut dire que ça a fonctionné. Donc, ici, j'ai else. Si jamais ça n'a pas fonctionné, je marque transmission non réussie avec un paquet de mots vulgaires à la MERS, mettons, ici, parce que je ne suis pas content, ça n'a pas fonctionné. Puis je fais afficher les codes d'erreur pour savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut s'assurer que le dossier de réception soit accessible en écriture. Souvent, même si ce n'est pas suggéré dans un code, dans un serveur web, mais je vais mettre 777 dans le dossier écriture parce que je veux que la personne ait la permission d'écrire dans le dossier. Bon, je fais la petite démonstration là-dessus. Bon, sur mon serveur, à la racine de mon serveur, je vais dans var, je vais dans MERS comme d'habitude. J'ai un dossier PHP dans lequel j'ai mes exercices PHP. Dans mes exercices PHP, j'ai le fichier upload.html et le fichier upload.php. OK? Upload.html, upload.php, c'est les deux seuls fichiers dont j'ai besoin sur le serveur. Ensuite de ça, dans MERS, j'ai un dossier qui s'appelle upload. Si je l'ouvre, vous allez voir, il y a quelque chose présentement dedans. Je vais l'effacer. Le dossier upload, maintenant, est complètement vidé. C'est important que le dossier upload ait les droits pour écrire pour les personnes qui viennent d'ailleurs. Donc, création, suppression de fichiers, j'ai mis les droits en écriture, même pour quelqu'un qui n'est pas administrateur du système. Donc, si je vais voir mes fichiers, c'est la même chose que vous avez vu dans les notes de cours. Le upload.html, j'ai mis max file size est à 0, donc je peux envoyer n'importe quelle grandeur de fichier. Multipart form data, puis j'appelle mon upload une fois le fichier envoyé. Ensuite de ça, dans upload, ici, vous allez voir, ça s'en va directement dans var MERS upload. Ça c'est important ici. Ensuite de ça, je fais la copie du fichier dans le bon dossier. Puis si ça ne fonctionne pas, je mets un message d'erreur. Puis j'appelle ma petite fonction code pour voir c'est quoi l'erreur, s'il y en a une. Même s'il n'y en a pas, ça va être le code d'erreur 0. Autre chose à faire sur le dossier ici. Oups, attendez un petit peu, je n'ai pas ouvert le bon. OK, ici. Si vous allez voir la configuration du serveur dans ETC, vous allez ici trouver PHP. Donc, PHP est ici. Dans PHP, j'ai ma version de PHP. J'ai dans la page 2 mon php.ini. Si j'ouvre mon php.ini dans mon éditeur de texte, vous allez voir, c'est un fichier qu'on a fait au début de la session, qu'on a aidé à modifier des choses dedans. Je vais faire une petite recherche pour le upload. Il y a une section upload que vous voyez ici. Vous pouvez configurer le serveur finalement pour que le file upload soit on. Ça veut dire que vous acceptez de recevoir des fichiers sur le serveur. Vous avez le fichier temporaire dans lequel il met les fichiers. Ça, vous n'êtes pas obligé de le modifier. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous avez la grosseur maximum des fichiers à télécharger. Moi, ici, je l'ai mis à 8M. Ça veut dire 8 mégaoctets. Puis, vous avez Max File Upload qui, présentement, est à 20. OK? Donc, par défaut, si je ne me trompe pas, la grosseur des fichiers maximum, c'est 2 mégaoctets. Moi, je l'ai mis à 8 parce que les images prennent de plus en plus d'espace. Puis, la quantité est plus petite que ça. Moi, j'ai déjà fait un site web où j'en avais des centaines envoyés en même temps. Je suis obligé de venir changer le chiffre ici. Sinon, le serveur n'accepte pas plus de téléchargement, je ne devrais pas dire de téléchargement, de upload que ce qui est écrit là. Vous enregistrez ça, vous redémarrez votre Apache, puis ensuite, vous êtes prêt pour faire la démonstration. Bon, la petite démonstration, si je regarde ici, si je m'en vais dans mon fichier upload, ici, j'ai le petit fichier HTML qui apparaît, donc en localhost dans mon dossier PHP, je vais chercher upload.html. Je vais le grossir un petit peu plus pour que ce soit plus visible. Donc, vous avez le fichier test upload. C'est le navigateur qui gère de toute façon le petit bouton parcourir et envoyer. Je clique sur parcourir. Je vais y envoyer une image, par exemple, je vais y envoyer l'image d'une Porsche, une voiture Porsche. Je clique sur ouvrir. Ça, c'est une image qui est sur mon ordinateur. Je clique sur renvoyer le fichier.
Ça me dit upload du fichier Porsche GT3 JPEG en cours, transmission réussie, dans le dossier var MERS upload, code d'erreur 0. Le code d'erreur 0, c'est réussi. Donc, si j'avais envoyé un fichier trop gros selon le php.ini, j'aurais eu le code d'erreur 1. Si j'avais envoyé un fichier trop gros selon le fichier HTML, le formulaire, j'aurais eu le code d'erreur 2. Donc, je vais aller voir si ça a fonctionné. Si je vais dans mon... je retourne ici à la racine de mon site web, dans MERS, j'ai un dossier qui s'appelle Upload. Je regarde, l'image de la Porsche est arrivée dans mon dossier Upload. Donc, vous voyez que ça a fonctionné. Je pourrais, par la suite, l'afficher dans une page web de façon automatique, puis ma Porsche serait sur mon site web. Donc, c'était la démonstration pour la partie Upload. Je vais commencer par la librairie GD. Je vais commencer par ce qui est un peu plus complexe, puis après ça, on va aller vers les petits trucs un peu plus le fun pour des petits trucs qu'on va ajouter à notre code PHP. Donc, la librairie GD, le but, c'était de voir une librairie qu'on peut ajouter dans PHP. Donc, il y en a plusieurs qui existent. Il y en a des dizaines, sinon même des centaines de librairies qu'on peut installer dans notre PHP pour utiliser des fonctions qui ont déjà été programmées par quelqu'un d'autre, puis qui vont pouvoir nous aider à faire quelque chose dans notre code qui serait intéressant. Donc, dans le cadre du cours de serveur web, j'ai décidé d'installer la librairie GD. C'est une librairie graphique. Je ne vous demande pas de devenir des spécialistes de la librairie GD. Par contre, moi, je vais faire une démonstration avec vous autres qui va nous permettre de prendre une image, d'en faire une miniature, de l'enregistrer dans un dossier miniature, puis ensuite de ça, dans une page web, on va afficher les miniatures avec un lien vers la grosse image. Donc, je trouvais que c'est un truc qui est quand même assez le fun dans un site web. Souvent, on ne prend pas conscience qu'on envoie une image sur le serveur, puis après ça, l'image, souvent, il faut créer une miniature, puis ensuite de ça, la rendre cliquable pour voir la grande image. Sur plein de sites web, c'est ça. Si vous allez sur Facebook, Instagram, vous envoyez une image, vous ne vous souciez pas de ce qui se passe par après, mais ça prend quand même un programmeur qui a pensé à prendre l'image et d'en créer une miniature. Puis ensuite de ça, la rendre cliquable si vous voulez la voir plein écran. Donc, la librairie GD nous permet de faire ça. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre toujours par cœur, c'est la deuxième fois que je le dis, mais le code que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous demande d'essayer de le comprendre. Éventuellement, à l'examen, je ne vous demanderai pas de réécrire ce code-là, mais au moins, si je vous donne des lignes de code, essayez de comprendre ce qui se passe dans ces lignes de code-là. Donc, la librairie GD, première des choses, il faut l'installer. Donc, si vous êtes sous Linux, vous faites tout simplement un apt-get install PHP avec votre version de PHP-GD. Donc, vous autres, ça pourrait être par exemple 7 ou 7.3 ou 7.2-GD. Ça devrait installer la librairie GD. Donc, pour être capable d'utiliser les fonctions de la librairie GD, il faut vraiment qu'elle soit installée. Si vous voulez être certain, allez voir dans votre vieux laboratoire PHP Info. Dans le PHP Info, vous allez y aller par ordre alphabétique et vous allez voir la librairie GD va être installée, comme on a fait avec MySQL. Donc, si vous êtes sur une version de Windows, je l'indique quand même, vous pouvez installer la librairie gd2.so. Donc, ça va être la librairie qui va être installée si vous êtes sous Windows. Vous pouvez aller vérifier aussi dans le php.ini s'il y a la présence de la ligne suivante pour voir si vous avez la bonne version de la librairie GD. Donc, c'est la librairie graphique qu'on va utiliser. Il existe d'autres librairies, comme par exemple une librairie PDF qui permet de créer des PDF avec un fichier texte ou de lire un fichier PDF ou des choses comme ça. Donc, selon ce que vous avez besoin sur votre site web, c'est à vous de faire une recherche pour voir toutes les librairies PHP qui sont disponibles. Donc, aujourd'hui, on y va avec la petite démonstration pour la librairie GD. On va commencer par regarder le code, essayer de comprendre le code, puis ensuite de ça, y aller avec une démonstration pour voir ce que ça fait dans la vraie vie. Okay? Donc, première des choses, c'est qu'on va utiliser une fonction. On a la fonction miniature qui est là. C'est ce qui est le plus compliqué à comprendre dans le code. C'est qu'à un moment donné, dans mon code, je vais venir pour afficher une image miniature et je vais appeler la fonction miniature qui, elle, à la volée, va créer une miniature de mon image selon ses dimensions que je vais lui avoir fournies comme paramètre. Puis ensuite de ça, il va afficher la miniature. Donc, là, je ne vous ai pas écrit, j'ai écrit des petits points ici parce qu'on va regarder le code plus en profondeur tout à l'heure. Puis à la fin, on retourne le nom de l'image pour l'afficher comme miniature. Donc, puis après ça, on a un endroit où on appelle la fonction miniature en lui passant les différents paramètres, la source de l'image, puis le nom de l'image. Donc, on regarde le code, il est un peu petit. Je
Je vais essayer de l'agrandir pour la démonstration. Mon code commence avec la fonction miniature. Donc, la fonction miniature, c'est tout ça ici. Je vais passer par-dessus pour l'instant. Je vais aller directement dans mon code principal. Ça, c'est la fonction miniature. Puis ensuite de ça, on va revenir à la fonction miniature. Donc, j'ai écrit la fonction miniature dans le haut de mon code PHP. Donc, tout ça, c'est du PHP. Donc, je m'en vais à mon code principal qui commence ici avec des balises HTML. Donc, HTML, j'ai le titre, album photo. Ensuite, le body. Tout ça, c'est du HTML avec un titre qui s'appelle album photo de Mers. Ensuite de ça, j'ouvre ma balise PHP avec des petits commentaires. Définition des constantes pour le script. Donc, je vais définir quelques constantes que je vais utiliser pour le code qui est présent. Donc, je me crée une variable locale qui s'appelle ImageDir dans laquelle je vais mettre photo. Photo, c'est le dossier dans mon répertoire web qui contient mes grosses photos. OK, je répète, photo, c'est un dossier, un répertoire dans mon répertoire web qui contient mes photos. Ensuite, je me déclare une petite variable i qui est égale à 0, une petite variable c qui est égale à 1, parce que je vais compter le nombre de miniatures que j'affiche, puis pour dire, par exemple, j'en affiche 3 par ligne, j'en affiche 4 par ligne, j'en affiche 5 par ligne, puis après ça, je vais remettre le compteur à 0 pour changer de ligne. Je vais tout afficher ça dans un tableau. Donc, c'est pour ça qu'au début ici du code, je fais un echo table border est égal à 0 parce que tout ce que je vais afficher, ça va être dans un tableau, puis j'ai enlevé la bordure. Donc, ça, c'est tout simplement du HTML. Je fais un petit echo parce que je suis dans du code PHP pour afficher mon table border est égal à 0. Ensuite de ça, je fais un opendir pour ouvrir le répertoire qui contient mes images. Donc, signe de dollar, ImageDir, c'est mon dossier que j'ai défini en haut qui contient mon répertoire photo, mon dossier photo. Excusez, j'utilise les vieux termes comme répertoire et dossier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce répertoire-là. Je vais envoyer le lien dans le signe de dollar dossier. Puis ensuite de ça, je vais aller lire dans mon dossier photo, aller chercher la première image. Donc, une fois que j'ai ma première image, ma variable locale i, je vais l'incrémenter de 1 parce que là, je lis ma première image. Donc, je vais compter le nombre d'images que je vais lire pour pouvoir changer de ligne dans mon tableau. Ensuite de ça, j'utilise une fonction qui existe en PHP pour aller chercher les informations sur le chemin qui mène vers ma photo. Donc, le path info, donc le répertoire info, il va aller chercher les informations sur ma première image, ici. Ensuite de ça, string to lower, str to lower, donc je vais mettre en minuscule l'extension de ma première photo. Donc, si ma photo, par exemple, c'est une JPEG, le JPG, je vais le mettre en miniature, puis je vais l'envoyer dans ma variable extension. Ensuite de ça, je vais aller chercher le nom de mon image et je vais l'envoyer ici, dans mon dossier image. Donc, je vais avoir l'extension et je vais avoir le nom de mon image pour ma première image. Ensuite de ça, j'ai un switch case qui va vérifier si mon extension, je l'utilise. Donc, il regarde si c'est une JPEG. Si c'est une JPEG, il va aller créer une image from JPEG ici, à partir de l'image JPEG, à partir du nom de l'image, le répertoire qui est photo, il va aller chercher mon image. Il va aller chercher les informations image SRC ici à la position de mon image. Si c'est une JPEG, je sors de mon switch case, je fais un break. Si c'est une PNG, je le fais. Si c'est une GIF, je fais la même chose. Si c'est une autre sorte d'image, ça ne fonctionnera pas. Donc là, pour l'instant, j'ai fait le code comme si c'était le premier switch case, une JPEG. Ensuite de ça, ici, c'est le cœur de mon code. Donc, tout ça, c'était de la préparation. Je vais aller vérifier. Sinon, il ne s'agit pas d'une image supportée par notre application. Si c'est une image qui a été trouvée dans le switch case qui est là, mettons, c'est une JPEG, if, ça a été là-dedans, donc la variable contient quelque chose. Is7, ça veut dire si elle existe. Donc, si ça existe, par exemple, une JPEG, il va rentrer dans mon if. Je fais un autre if, je regarde si mon C est plus grand que 3. Parce que là, pour l'instant, il va compter 1, 2, 3, puis après ça, il va changer de ligne. Donc, si C est plus grand que 3, il rentre à l'intérieur, puis là, je mets 1 dans C pour recommencer une autre ligne. Je fais un echo TR, ça, c'est tout simplement, TR, c'est du code HTML pour changer de ligne. Puis ensuite de ça, je fais un TD pour ouvrir une nouvelle cellule. Puis j'incrémente le C. Donc, c'est tout simplement pour changer de ligne si jamais je suis rendu à plus grand que 3. Ensuite de ça, j'affiche l'image miniature. OK.
Là, c'est vraiment le cœur de mon code. C'est ce qu'il y a à comprendre dans mon code, c'est cette ligne-là. Donc, vous avez un printf qu'on n'a pas utilisé beaucoup depuis le début du cours. Au lieu d'utiliser un echo, je vais faire un printf. Un printf, peut-être vous vous en souvenez pas, mais vous l'avez vu en C dièse. Ça permet d'envoyer quelque chose à l'écran. Puis ensuite de ça, il passe les paramètres de mes variables. Donc, dans le printf, il va y avoir des variables avec un pourcentage S, pourcentage S, pourcentage S, pourcentage S. Puis à la fin de mon printf, je remplace les pourcentages F par le contenu. Donc, si vous ne comprenez pas très, très bien, fouillez sur Internet comment fonctionne un printf. C'est le cœur de mon code ici. Donc, j'ai un printf qui va envoyer du code HTML qui est un href pour qu'il y ait une référence sur mon image miniature pour qu'elle soit cliquable. Donc, un href, je remplace ça par mon premier pourcentage S. Ensuite de ça, mon deuxième pourcentage S. Target, j'envoie ça dans le dossier photo. Ensuite de ça, je fais afficher l'image miniature que je vais créer. Donc, IMG SRC, dans le dossier mini, le nom de l'image suivi de son extension, point son extension, puis alt, c'est encore une fois du HTML, alternate, miniature générée dynamiquement. Comme ça. On continue ici. Après la virgule, on va avoir le contenu des pourcentages S qui sont là. Premier pourcentage S, deuxième pourcentage S, troisième pourcentage S, quatrième pourcentage S. Donc, le premier pourcentage S, ça va être image dir. Donc, c'est l'endroit où je vais aller chercher ma photo. Ma photo va être dans le dossier, on l'a vu en haut. Image dir va contenir photo. Donc, image dir ici, il contient dossier photo. Donc, dans mon dossier photo, il va avoir la grosse photo. Ensuite de ça, signe de dollar image, ça va être le nom de mon image. Ça, c'est pour le deuxième S. Ensuite de ça, pour le troisième S qui est ici, l'image que je vais faire afficher en miniature, je vais appeler ma fonction miniature en lui passant l'image source, comme ça, avec le nom de mon image. Comme ça. Donc, j'appelle ma fonction miniature en lui passant deux paramètres. Cette fonction miniature-là va créer une miniature, puis ensuite de ça, elle va me retourner le nom de ma miniature. Donc, ici, dans pourcentage S, après avoir créé ma miniature, je vais avoir un nom de miniature qui va aller dans le troisième S qui est là. Puis ensuite de ça, il y a l'extension qui va aller dans le quatrième pourcentage S. Donc, je vais avoir ici, dans l'image source, dans le dossier mini, le nom de ma miniature qui a été créé avec la fonction miniature ici. Puis ensuite de ça, je vais avoir son extension. Bon, si vous aviez bien compris, pas de problème, on va aller voir ce que fait la fonction miniature. Sinon, faites rewind, retournez en arrière, puis réécoutez ce que je viens de dire sur la ligne qui est là, le printf. C'est très important, le printf qui est là, de comprendre ce qui se passe. Perfect. Admettons que c'est fait. On va voir ce que la fonction miniature fait. La fonction miniature va utiliser des fonctions de la librairie GD. Donc ça, c'est dans le haut de mon code. Ma fonction miniature, qui est ici, la fonction miniature reçoit deux paramètres. Donc, elle reçoit l'image source avec le nom de mon image. Donc, à quel endroit est mon image source? Puis, c'est quoi le nom de mon image? Je me crée deux petites variables pour définir la largeur de ma miniature et la hauteur de ma miniature. La largeur de ma miniature, ça va être 200 pixels. Puis, la hauteur de ma miniature, ça va être 150 pixels. Ensuite de ça, je regarde, j'ai mis des commentaires dans le code. Donc, vous pouvez toujours lire les commentaires pour essayer de comprendre ce qui se passe. Quelle taille fait notre image? Est-ce que c'est une image format paysage ou c'est une image format portrait comme ça? Donc, ça va être important de voir dans quel format est l'image. Donc, il y a une fonction qui me permet d'aller chercher, par exemple, la largeur de mon image. Image SX, je vais chercher mon image à sa source, puis je vais envoyer ici la largeur de mon image. Même chose, j'ai une fonction qui s'appelle image SY qui va aller chercher à ma source la hauteur de mon image. Donc, dans le petit if qui suit, tout ça ici, je vais aller vérifier si la hauteur de mon image est plus grande que ma largeur. Si la hauteur est plus grande que ma largeur, ça veut dire que c'est un format portrait. Sinon, ça veut dire que c'est un format paysage. Donc, le code qui est ici va tout simplement aller vérifier si la hauteur est plus grande que la largeur. Si oui, c'est un format portrait. Je vais créer une miniature en format portrait. Sinon, je vais créer une miniature ici
en format paysage. Ensuite de ça, je fais mini image create true color. Selon la largeur et la hauteur, je vais créer une nouvelle image qui va s'appeler signe de dollar mini. Puis, je vais aller mettre ma miniature à l'intérieur. Donc, la fonction, ce qu'elle permet de faire, c'est de créer une nouvelle image. Donc, ce que je disais, c'est que ensuite de ça, il y a une fonction qui va aller mettre dans des variables, dans un tableau, dans une variable qui s'appelle blanc. On va aller chercher la couleur blanc. Le fameux RGB, Red, Green, Blue, 255, 255, 255, ça va donner la couleur blanc. J'envoie ça dans une variable qui s'appelle blanc. Ensuite de ça, je vais créer, juste pour l'affichage soit cool un petit peu, là, une espèce de cadre gris autour de la miniature. C'était juste pour faire un petit peu jouer avec l'image. Donc, on va créer une espèce de variante de gris qui va faire un fondu de gris autour de mon image. Donc, je vais chercher un premier gris, 90, 90, 90, dans l'élément 0 de mon tableau. Après ça, je vais chercher une autre variante de gris, puis je vais chercher comme ça 8 variantes de gris. Donc, je vais faire un encadré autour de mon tableau, de mon petite image miniature, je veux dire, qui va être un variante gris. Le blanc, je vais l'utiliser pour écrire dans ma miniature. On dessine le cadre de ma miniature. C'est une fonction qui existe dans la librairie GD. Image, file, rectangle, qui va dessiner un rectangle. J'envoie comme paramètre, par exemple, ma miniature, mini. Ensuite de ça, la largeur et la hauteur pour dessiner à quel endroit je vais dessiner un petit rectangle, autour de ma miniature. Je fais ça dans une boucle pour aller chercher toutes les sortes de gris. Donc ici, première fois, je vais faire un rectangle avec mon premier gris. Ensuite de ça, je vais faire un rectangle avec mon deuxième gris, mon troisième gris. Ça va faire un petit dégradé de gris autour de mon image. Ensuite de ça, mauvaise traduction ici, on resample, ça veut dire on redimensionne l'image initiale pour créer une copie en miniature. Donc, la fonction de la librairie GD, image copy resampled, va tout simplement refaire une copie, mais selon les coordonnées que je vais lui passer. Donc là, je lui passe les coordonnées pour aller redessiner la grosse image, mais en créer une d'une grandeur différente, donc d'une dimension différente. On va refaire une copie de la grosse image pour en faire une toute petite. Selon les coordonnées que j'ai données en haut, dans le haut de mon code, j'avais dit 200 par 150. On écrit en blanc ensuite de ça le nom et la taille de l'image d'origine. Donc, on peut aller écrire dans une image. Donc, vous avez une fonction de la librairie GD ici qui permet d'aller écrire une chaîne de caractères. Donc, image string, on va aller écrire tout simplement le nom de mon image, puis la dimension de mon image en blanc à l'intérieur de ma petite miniature. Ensuite de ça, on enregistre l'image dans le répertoire des miniatures. Donc, image JPEG, on va enregistrer une JPEG, même si c'est une GIF, même si c'est une PNG, on va enregistrer une image miniature JPEG à cet endroit-là, dans le dossier mini, avec le nom de l'image, .jpeg. On fait un return sur le nom de l'image. Ça termine ma fonction miniature. Donc, ma fonction miniature, ce qu'elle va faire ici, c'est que ça va être retourné à la place de l'appel de ma fonction miniature. Ce qui va être retourné ici dans l'appel de ma fonction, ça va être le nom de mon image miniature. Donc, c'est ici, si vous avez bien compris tout à l'heure le printf, il va aller remplacer le troisième pourcentage S de mon printf qui est ici. Donc, ça va être le nom de ma miniature. Puis l'extension, ça va être JPEG. Donc, le nom de ma miniature dans le dossier mini avec l'extension .jpeg. Puis ça va faire afficher la petite miniature. La petite miniature qu'on vient de créer dans la fonction miniature avec un cadre gris, écrit dans la miniature le nom de l'image avec sa dimension. Donc, on va aller faire une petite démonstration dans notre machine virtuelle sous Ubuntu. OK. On y va pour ma petite démonstration. J'ai ouvert ma machine virtuelle sous Ubuntu. Je vais la mettre à plein écran. Run. OK. Ma machine Ubuntu est ouverte en plein écran. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va aller voir pour commencer mes fichiers.
Dans le dossier VAR, j'ai mon site web dans le dossier MERS. C'est la racine de ma page web. Ensuite de ça, mes exercices sont dans le dossier PHP. Je vais aller tout simplement, je me suis créé un dossier qui s'appelle chapitre 23, parce que ça venait d'un volume, cet exercice-là. Dans chapitre 23, j'ai un dossier qui s'appelle source, puis j'ai un dossier qui s'appelle source 2. Donc, j'ai 2 exemples pour faire afficher des miniatures selon un dossier photo. Donc, regardez la façon dont je le fais. Vous allez devoir le faire dans votre laboratoire cette semaine. Donc, j'ai un dossier source dans lequel j'ai un dossier mini, j'ai un dossier photo. Très important, dans le dossier mini, il faut donner les droits en écriture parce que mon code va aller écrire dans le dossier mini, va aller créer la petite miniature, puis ensuite de ça, je vais pouvoir les faire afficher. Donc, très important d'aller donner les permissions dans le dossier mini pour être capable de changer, pour être capable d'écrire dans le dossier mini. All right, all right, all right. OK, j'ai eu une petite erreur. On voit ici que pour les autres, création ou suppression de fichiers a été sélectionné. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir aller écrire avec ma page web dans le dossier mini. Je vais aller détruire ce qu'il y a dans mon dossier mini. Regardez, j'ai déjà un paquet d'images. Je vais aller les effacer pour vous montrer qu'il va les créer. Donc, je supprime dans mon dossier mini toutes les miniatures. Ensuite de ça, dans mon dossier photo, j'ai un paquet de photos ici. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ces photos-là, il va créer des miniatures qu'il va aller afficher dans mon dossier mini, qu'il va enregistrer, je devrais dire, dans mon dossier mini. Puis ensuite de ça, je vais les afficher avec un lien vers la page, vers le dossier photo qui va contenir les grosses images. Donc, si on va voir mon code, c'est le C23-A ici. C'est ma page. Donc, si je regarde ma page, c'est la même chose que vous avez dans vos notes de cours. Donc, si on regarde ici le code, je ne vais pas regarder le code. J'ai ma fonction miniature comme je l'ai fait tantôt en détail. J'ai ma fonction miniature. Remarquez ici, c'est 200 par 150 la grosseur de mes miniatures. Je descends ici en bas. C'est le même code. Donc, je vais aller ici, créer mes dossiers de base, puis je vais aller chercher mes images. Ensuite de ça, je vais mettre ça dans une boucle. Et la partie importante, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment mon printf qui est ici, avec l'appel de ma fonction miniature qui va me retourner le nom de ma miniature après l'avoir créée. Donc, si on appelle cette page-là c23-01a.php, on devrait voir la création des miniatures. Donc, juste pour être sûr que ça fonctionne, pour vous montrer que je ne triche pas, je vais dans le dossier mini. Regardez, dans mon dossier mini, présentement, il n'y a rien. Donc, je vais aller dans mon navigateur. Je vais aller ici sur mon album photo 1. Donc, 1, 2, 3, on y va. Normalement, vous allez voir, il y a un petit temps d'attente à l'ouverture de la page parce que mon serveur va être en train de créer les miniatures. Clic. 1, 2, 3. Regardez, même si je suis en local, il y a eu quand même un petit temps d'attente. Puis là, normalement, vous regardez, il a créé des miniatures avec un cadre gris autour, avec une espèce de fondu gris, avec différentes sortes de gris. Puis à l'intérieur, il a écrit le nom de l'image, comme par exemple ici, c'est écrit Grievous 2, puis la dimension de l'image en hauteur et en largeur, donc 1000 par 700. Même chose pour mes autres images, ici, Dart 1920 par 1080. Donc, avant de cliquer, on peut savoir déjà la dimension de l'image. Je vais aller voir dans mon dossier, ici, regardez dans le dossier mini, il a créé les miniatures. Tantôt, je l'avais vidé, puis là, il a créé les miniatures. Donc, regardez, je vais faire encore une fois. Je supprime les miniatures qui sont là. Je viens faire un petit rafraîchissement sur ma page. Je retourne dans mon dossier mini. Regardez, et encore une fois, il a créé les miniatures. Donc, il a créé les miniatures et il les a affichées ici. Donc, si je veux aller voir la grosse image, par exemple, si je clique sur Dart, regardez, je vois ma grosse image qui est apparue dans un nouvel onglet, tout simplement. Donc, ça c'est ma grosse image. Je la ferme, puis j'ai une miniature. Pour vous montrer que ça fonctionne, regardez les images qui sont là. On va envoyer une autre image dans mon dossier photo. Comme par magie, si on rafraîchit la page, il devrait créer la miniature de cette nouvelle image-là et l'afficher. Nom de Dieu! OK, on reprend l'exemple. Maintenant, j'ai vidé mon dossier mini. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une image.
je vais aller la copier dans mon dossier photo, une nouvelle image. Donc, ça devrait mettre une nouvelle miniature dans mon dossier mini, puis ensuite de ça, l'afficher. Donc, imaginons que je suis sur le serveur, j'envoie une photo dans le dossier photo. J'envoie une image, je devrais dire, dans le dossier photo. Ensuite de ça, je n'ai pas rien besoin de faire. Ma programmation va créer une miniature au moment où je vais afficher l'image, la page web, puis ça va se faire automatiquement. Donc, je vais aller, par exemple, ici, dans mon dossier téléchargement. J'ai une image de mignon que je vais copier, que je vais envoyer dans mon dossier photo qui est ici. Donc, coller. Regardez, je mets une image de mignon. Puis là, je fais tout simplement rien, point de vue programmation. Je vais tout simplement rafraîchir ma page. Regardez ce qui va se passer. L'image de mignon est apparue. Et effectivement, il y a un cadre gris autour. Je peux cliquer sur mon image de mignon. Perfect. Et ça fonctionne. On voit ma grosse image. Donc, vous comprenez le principe. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais refaire l'exemple que j'avais fait avec vous autres en classe. C'est que j'avais été sur mon serveur avec mon téléphone cellulaire. Vous vous souvenez, il y a quelques cours, peut-être la 2e ou la 3e semaine, on avait vu comment envoyer un fichier sur le serveur avec la fonction upload. Donc, mon fameux laboratoire d'upload que tout le monde dans la classe a fait permettait d'envoyer une image sur le serveur. Donc, je vais prendre une photo avec mon cellulaire, je vais l'envoyer dans le dossier photo sur le serveur, je vais juste rafraîchir ma page par la suite et on devrait voir l'image apparaître. Donc, ça, c'est une démo que j'avais fait. Là, je la fais à distance, ça va peut-être être un peu moins spectaculaire. Donc, je vais passer en mode plein écran pour l'instant. Donc, dans mes notes de cours, je me suis mis un petit dossier démo upload avec les liens vers mon serveur. Donc, je vais aller voir sur mon serveur exactement la même image qui permet de créer des miniatures. Vous voyez, j'avais déjà pris des photos dans les premières sessions, dans les premières semaines de cours. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une nouvelle et je vais l'envoyer. On va faire un petit rafraîchissement, voir si la photo a été envoyée sur mon serveur. Donc, je vais passer en mode plein écran et je vais prendre une photo de mon cellulaire. Bon, je passe en mode plein écran. Je vais prendre mon cellulaire. Normalement, j'ai mis dans mes raccourcis la page Upload. Je vais vous la montrer. OK. Comme ça, je vais l'agrandir un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Mais maintenant, j'ai la page Upload qui se connecte directement sur mon serveur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Sélectionner le fichier. Au moment de sélectionner le fichier, je vais tout simplement prendre une photo. Regardez, il me demande est-ce que je prends un fichier qui est déjà sur le cellulaire ou je vais prendre l'appareil photo. Donc, je vais prendre l'appareil photo qui est ici. Bon, là, vous voyez, je suis en mode appareil photo. Donc, je vais prendre une photo de moi comme ça. Puis, je vais l'envoyer sur le serveur. De l'autre côté, excusez, je suis en mode inversé. Il faut que j'enlève ma main. Je vais prendre une photo. Tentative. 1, 2, 3. Donc, j'ai pris une photo. Cette photo-là, je devrais l'envoyer sur le serveur. Donc, si vous voyez ici, j'ai ma page Upload qu'on a vue au début de la session. Je vais tout simplement l'envoyer sur le serveur ici. Donc, ça me dit, vous vous souvenez du laboratoire, ça me dit upload du fichier en cours, transmission réussie dans le dossier source. Regardez, chapitre 23, source photo, code d'erreur 0. Donc, ça devrait avoir fonctionné. Donc, on va aller faire un rafraîchissement sur ma page pour voir si ça a fonctionné. Donc, on revient sur ma page ici, écran, album photo. Je viens de me prendre en photo. Normalement, ça devrait avoir envoyé ma photo dans le dossier photo sur le serveur. Donc, si je rafraîchis ma page, il devrait créer une miniature de la photo que je viens de prendre, puis l'insérer dans cette page-là, puis en faire une image cliquable. Donc, je vais faire un petit rafraîchissement de ma page. Perfect. Oh, regardez, ma photo vient d'apparaître ici. Il a créé une miniature avec le nom de ma photo, puis avec le cadre gris.
Puis je peux cliquer sur ma photo. Puis on la voit en gros. C'est pas très élégant, mais en tout cas, ça a fonctionné. Donc, vous voyez, le code qu'on vient de voir nous permet de, à la volée, créer une miniature, l'envoyer dans un dossier mini, puis ensuite de ça, l'afficher avec un lien vers la grosse photo. Donc, si j'étais au Japon, je prends une photo de mon sushi, mettons mon popsicle au sushi, comme j'avais fait comme exemple. Là, je prends une photo, je l'envoie sur mon serveur. Automatiquement, ma page web va créer une miniature. Puis ensuite de ça, ça va être cliquable vers la grosse photo. Pour la troisième partie, nous allons parler du paiement en ligne. C'est quelque chose de très pointilleux. On se pose souvent la question, ouais, Mers, on n'est pas très bon peut-être en programmation web, tout ça, puis faire le paiement en ligne, ça va être un peu compliqué. Ça peut être compliqué ou ça peut être simple, OK? Une partie qui serait un peu compliquée, ce serait de nous autres mêmes programmer un formulaire qui permettrait d'entrer le numéro de carte de crédit avec son petit numéro, etc., la date de péremption, puis etc. Ça pourrait être un peu ardu au niveau de notre programmation parce que si le serveur n'est pas sécurisé, puis si les gens ne nous font pas confiance pour le paiement en ligne, ça pourrait être assez difficile de faire ça, de leur demander, puis ensuite faire le paiement par nous autres mêmes. Il existe évidemment pour les vraies entreprises qui veulent faire du paiement en ligne, faire affaire avec votre institution bancaire. Mettons, vous êtes avec Desjardins, vous êtes avec la Banque TD ou peu importe, Banque nationale. Vous pouvez faire affaire avec votre institution bancaire. Eux autres vont vous fournir pour votre entreprise le code nécessaire pour insérer dans votre site web de paiement en ligne pour faire le paiement sécurisé avec leur entreprise. Par contre, je me suis renseigné, puis souvent, ça coûte plusieurs milliers de dollars. Pour, par exemple, faire affaire avec Desjardins, pour la partie entreprise, ils vont vous aider à faire la partie paiement en ligne pour que ça rentre directement, l'argent rentre directement dans votre compte. Mais la plupart des institutions bancaires ou la Caisse populaire vont vous aider avec ça, mais c'est des milliers de dollars par année que vous allez devoir débourser pour faire la partie commerce électronique, c'est-à-dire le paiement en ligne sur votre site web. Donc, à ce moment-là, dans le cadre d'un cours, là, c'est plus difficile de faire un exemple avec une grande institution bancaire. On n'a pas les moyens de payer ça juste pour faire des petites démos. Donc, la version la plus facile que j'ai trouvée, qui est à peu près gratuite, c'est tout simplement de s'ouvrir un compte PayPal. Un compte PayPal, ça va vous permettre de faire des paiements en ligne de façon sécurisée en ajoutant tout simplement un petit peu de code dans vos pages web à vous. Puis, vous faites un copier-coller, vous allez changer une ou deux lignes, puis ça va vous permettre d'être redirigé vers PayPal avec le montant qui est à payer. Vous pouvez même ajouter les taxes si vous le voulez, un montant pour le transport si vous voulez. Puis, si vous ouvrez un compte PayPal pour les développeurs web, vous allez pouvoir aussi faire des tests avec de la fausse argent. Ils vont comme vous fournir de la fausse argent pour faire des tests sur votre site web. Donc, dans le cadre du cours, je ne vous demande pas de vous ouvrir un compte PayPal pour développeurs web, mais au moins, au minimum, faire ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, dans les notes de cours, dans la partie paiement, vous allez avoir un petit document Word. Il n'y a pas grand-chose. Vous avez la même chose dans les fichiers texte. Mais tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de PayPal. Il y a un endroit sur le site de PayPal qui nous permet de se créer des boutons PayPal avec les petits icônes selon que vous faites payer en français, en américain ou en canadien, avec les cartes de crédit des différents pays. Puis à ce moment-là, vous allez copier-coller le code que PayPal va vous fournir selon les boutons que vous avez choisis. Vous allez coller ça dans votre site web. On va l'adapter à notre PHP. Puis à ce moment-là, quand vous allez décider de payer, vous allez appuyer sur le bouton « Acheter ». Puis ça va retourner vers le site de PayPal qui, lui, est sécurisé. Puis la plupart des gens font confiance à un site comme PayPal pour payer en ligne. Donc, vous pouvez payer avec votre carte de crédit sur le site de PayPal. Puis à ce moment-là, ça va être enregistré dans votre compte à vous autres. Donc, je vais vous montrer un exemple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le site de PayPal. Je me suis créé des petits boutons pour insérer dans une petite page web, comme je fais d'habitude, au minimum, une page toute blanche avec juste des petits boutons. J'ai fait deux méthodes. La première méthode avec un list box où tu choisis ce que tu veux acheter, c'est tout. Puis une deuxième méthode où on va envoyer pas, par exemple, ce qu'on a choisi dans un list box, mais mettons, la personne remplit un panier, il va avoir un montant final. On va envoyer le montant à PayPal de ce que la personne doit payer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été sur le site de PayPal, je me suis créé un petit bouton. Donc, je l'ai mis dans les notes de cours ici.
La plupart du temps, à chaque année, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont copier mes boutons, puis ils vont les mettre dans leur code, puis ça devrait fonctionner. On va faire un test par la suite. Le premier bouton, c'est le petit bouton avec le list box. Donc, si vous voyez le bouton, dans le fond, c'est un formulaire form qui se termine par un /form à la fin, ici. Puis à l'intérieur, tout ce qu'il y a, donc, c'est des champs cachés, des champs hidden. Maintenant, vous connaissez ça parce qu'on a vu ça dans notre cours en PHP. Un paquet de champs cachés qui vont contenir des informations. Entre autres, ici, j'ai entré mon adresse courriel qui va m'amener vers mon compte PayPal pour envoyer l'argent dans mon compte. Donc, si vous copiez ce code-là, faites attention, si vous faites des tests, vous allez m'envoyer de l'argent à moi dans mon compte. Viens, R2, il faut absolument aller le dire aux autres. Ça ne me dérange pas. Si vous voulez m'envoyer de l'argent, vous pouvez le faire. Mais vous pourriez remplacer ça, par exemple, ici, par votre adresse de compte PayPal, si vous en avez un. OK? Puis après ça, il y a le contenu, par exemple, les popsicles. Si vous avez un numéro d'inventaire, vous pouvez l'insérer ici. Après ça, j'ai le contenu des valeurs. Après ça, j'ai mis dans un list box, tout simplement le Pops Sushi, Pops Orange, Pops Bleuet, avec un montant à côté. Puis ensuite de ça, j'ai des champs cachés qui contiennent le montant puis ce que la personne a choisi. C'est tout. Puis ça, c'est pas moi qui l'ai programmé. J'ai tout simplement fait un copier-coller du bouton qui a été créé sur PayPal. Donc, si on regarde ce que ça donne comme résultat, ça va me donner ici, je vais l'agrandir un petit peu. Ça va me donner tout simplement, c'est marqué savoir, bonjour, acheter mes bons popsicles avec un list box avec mes 3 bâtons de popsicles, puis un petit bouton acheter. Ça, je l'ai fait avec la version française de France. Après ça, j'ai fait un autre bout ici où j'entre un montant, parce que, mettons, c'est le montant de mon panier. Je vais aller vers une deuxième page qui, elle, va envoyer mon montant total à PayPal. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, l'autre bouton avec PHP, encore une fois, ce n'est pas moi qui ai codé tout ce code-là. J'ai été sur PayPal, j'ai été créer un bouton qui envoie un montant, puis qui va me ramener vers PayPal. Donc, ce bouton-là, par contre, je suis obligé d'insérer du code PHP. Donc, vous voyez ici, dans mon code, là, ça, c'est le code que j'ai copié-collé de PayPal. C'est mon adresse de mon compte PayPal qui est ici. Là, c'est en canadien. Le montant avec un numéro d'inventaire. Ensuite de ça, regardez, j'ai vraiment inséré ici du code PHP qui va contenir ma variable signe de dollar montant qui va contenir tout simplement le montant que je vais envoyer à PayPal. Donc, si j'ai rempli un panier, puis j'ai acheté 3 articles, puis ça me coûte 225 si signe de dollar montant contient 225 c'est ce qui va être envoyé à PayPal. Ensuite de ça, c'est ça, il y a d'autres éléments du bouton. Donc, ça me donne un autre genre de petit bouton qui va envoyer, par exemple, ici, 22 à PayPal, qui va me demander de le payer. Donc, j'y vais avec la démo. Je vais aller vous montrer vraiment là, dans ma machine virtuelle pour commencer ce que ça a l'air. C'est vraiment pas compliqué. Là. C'est quasiment un copier-coller. Il y a peut-être 2-3 petites choses à aller changer dans le code, mais pas plus compliqué que ça. Donc, si on regarde ici, dans ma machine virtuelle, je me suis créé un dossier paiement. Dans mon dossier paiement, j'ai tout simplement un premier fichier, un deuxième fichier. J'ai mis les boutons là-dedans. Donc, mon premier fichier paiement, c'est juste un fichier HTML. Il n'y a vraiment pas de code PHP là-dedans. Il y a le premier bouton avec les popsicles, comme je vous ai montré dans mes notes de cours ici. Popsicle au sushi, popsicle à l'orange, popsicle au bleuet. Puis en haut, remarquez ici, j'ai tout simplement ici mon nom de compte PayPal pour m'envoyer l'argent. Puis ensuite de ça, ici, c'est en français de France, celui-là. Mon deuxième élément, je me suis mis un petit formulaire dans lequel je vais rentrer un autre montant, puis qui appelle une page paiement 2. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Première méthode, très simple, copier-coller ou presque, puis ça fonctionne, mais sauf que je ne peux pas mettre le montant que je veux. Je peux mettre le montant dans un list box. Deuxième méthode, je vais retourner ici. On va ouvrir le fichier paiement 2. Paiement 2, ça, c'est l'autre bouton que je vous ai montré dans mes notes de cours. Dans celui-là, remarquez, il y a un petit peu de code PHP. Donc, c'est un petit peu le même type avec des champs hidden qui sont cachés. Vous connaissez le PHP maintenant. Ensuite de ça, tout ce que j'ai fait, c'est qu'à l'endroit où j'insère le montant, j'ai ouvert une balise PHP. J'ai fermé ma valise PHP. Puis ensuite de ça, j'ai fait un écho. Faites attention des notes de cours, on ne voit pas le écho. C'est important, très important de mettre le écho pour envoyer à ma page
dans le fond, le montant que je veux payer. Donc, ça vient d'une variable. Donc, imaginez que j'ai rempli un panier. Je vais mettre le montant total ici dans ma variable montant. Puis ensuite de ça, quand la personne va appuyer sur le bouton, ça va appeler une page PayPal pour faire le paiement en ligne. Donc, je vais sortir de ma machine virtuelle pour aller vous faire la démo directement sur le serveur web que j'utilise. Donc, ici, regardez. Si j'ai ma page de paiement, ma première page de paiement, où je peux, par exemple, avec un list box, choisir le Pops au sushi à l'orange ou au bleuet. Mettons, je choisis le Popsicle au sushi, 2 $ canadiens. Je clique sur « Acheter ». Il va me renvoyer, regardez, vers une page sécurisée, un lien HTTPS de PayPal qui me permet d'aller payer. Donc là, j'ai mon compte ici. Je vais cliquer sur « Connexion ». Ah, ça me prend mon mot de passe. A few moments later. Mon mot de passe qui est ici. Connexion. Connexion sécurisée en cours. Regardez, mon Popsicle qui me coûte 2 $ canadiens. Donc, il me redirige vers PayPal. Maintenant, je pourrais payer avec mon numéro de carte de crédit qui est enregistré, etc. Donc, je pourrais facilement payer. Dans le cadre du projet, je ne vous demande pas d'en faire plus que ça. Tout simplement copier du code, le mettre, puis se rendre jusque-là. Je ne vous demande pas d'aller jusqu'au paiement. Pour aller jusqu'au paiement, à moins que vous voulez m'envoyer de la vraie argent, pour aller jusqu'au paiement, il faudrait se créer un compte développeur web. Puis à ce moment-là, on pourrait faire des essais comme ça, avec de la fausse argent, pour tester notre site web. Avec un compte développeur web aussi, on peut demander à PayPal qu'il nous retourne une variable si le paiement a fonctionné pour qu'on puisse afficher quelque chose à l'utilisateur. Puis si le paiement n'a pas fonctionné, dire à l'utilisateur que le paiement n'a pas fonctionné. Donc, si je reviens en arrière, OK, si je reviens à l'arrière, je vais aller utiliser mon deuxième mode de paiement qui va être plus adapté probablement. Qui va être plus adapté à votre projet web avec un panier. Mettons ici, je décide de payer un montant de 220 $. Je vais cliquer sur Payer. Ça, c'est une page à moi. Il va m'amener vers une autre page. Ça, c'est le bouton que j'ai été chercher sur PayPal. Donc, lui, ce n'est pas un list box. C'est un montant fixe. 220 $. Je clique sur Acheter. Il me redirige vers PayPal. Les gens, habituellement, ont confiance. Donc, je peux cliquer sur Suivant. Bon, je recommence mon exemple. J'ai eu un petit problème de confirmation de mon compte PayPal. Donc, je recommence mon exemple. Je rentre un montant de 220 $. Je clique tout simplement sur Acheter. S'il n'y a pas encore un problème de... Bon, ça me ramène sur le site de PayPal. Regardez, j'ai un montant de 220 $ à payer. Regardez, 220 $ canadiens avec un montant total. J'aurais pu lui passer dans les champs Hidden un montant de taxe si j'aurais voulu, un montant de livraison. Puis, j'ai ma carte de crédit dans mon compte qui apparaît ici. Donc, je peux cliquer sur Payer. Je pourrais m'envoyer 220 $ dans mon compte. Donc, ça pourrait se faire comme ça, de cette façon-là. Donc, je ne vous demande pas d'aller plus loin dans le projet web. Donc, ça, c'était la partie paiement en ligne avec PayPal. Ce que je pourrais ajouter là-dessus, c'est qu'il y a d'autres, par exemple, si vous utilisez CakePHP pour faire votre site web, CakePHP, il y a une équipe qui a utilisé ça en 2014 qui permettait vraiment de faire un paiement en ligne avec CakePHP. Il y a un module qui permet d'entrer dans une petite fenêtre votre numéro de carte de crédit, votre NIP, etc., pour faire le paiement en ligne. Sauf que je me posais la question, si vous allez sur un site web, puis il y a une petite fenêtre qui apparaît, puis c'est un site web d'une PME, puis on vous demande votre numéro de carte de crédit. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, je l'avoue. J'ai déjà acheté quelque chose en ligne à un endroit, je n'ai jamais reçu le produit, puis je n'ai jamais été capable de faire autre chose. Donc, j'ai perdu mon argent. Par contre, si on arrive sur un site comme PayPal, on a une garantie. Donc, c'est à vous autres de voir, là, si vous voulez programmer vous autres même la façon de payer. Je me souviens, il y a une équipe qui avait permis de payer de façon différente, là. Donc, c'est possible de le faire aussi. Mais mettons, si vous ne voulez pas vous casser bien la tête, la façon PayPal, vous pouvez copier-coller mon code ou tout simplement aller vous créer des boutons sur le site de PayPal. C'est assez facile à faire. Puis après ça, vous faites un copier-coller. Vous remplacez, exemple, le montant ici par du PHP. Je vais en profiter pour ajouter mon écho qui est là. Puis c'est aussi simple que ça.
Donc, c'est vraiment pas compliqué. Bon, partie panier virtuel. Partie panier virtuel, c'est la partie peut-être la plus difficile. Ça aurait pris probablement plusieurs jours de programmation pour réussir à construire un panier virtuel ou un caddie en anglais pour faire des achats sur votre site web commercial. Mais étant donné que la session tire à sa fin, je vous donne quand même le code pour faire un mini panier virtuel sans boutons, sans bootstrap. Il ne sera pas très, très beau, mais quand même fonctionnel. S'il y en a qui veulent s'aventurer à le faire, je vous donne le code du panier virtuel qu'il faut juste ajuster selon vos données à vous, selon votre connexion aussi à la base de données. Donc, je vous montre un exemple. Ça, c'est un panier virtuel que j'ai fait dans un autre cours à l'aide de WordPress. Donc, c'est assez facile. Il existe un paquet de paniers virtuels que vous pouvez aller chercher sur Internet qui sont déjà faits. Il y en a qui sont gratuits, puis il y en a qui coûtent de l'argent, puis il y en a que c'est plus difficile à implanter, puis il y en a que c'est très facile à implanter sur votre site web. Il y en a des plus sécuritaires, des moins sécuritaires. Donc, type de panier, vous pouvez le faire en local. Il y a 3 types de paniers. En local, sur le front-end, c'est-à-dire en JavaScript. Donc, on aurait pu le faire dans un projet Angular, sauf que le panier est temporaire tant qu'on ne décide pas de l'envoyer sur le back-end. On remplit un panier si on fait des achats, mais tant que ce n'est pas envoyé sur le back-end, aussitôt que vous fermez le navigateur, c'est perdu. Un petit peu la même chose, mais sur le back-end, on peut le faire avec des variables session. Ce serait, je dirais, la façon la plus facile, la plus rapide. C'est vous créez une variable session de type tableau, puis quand vous faites des ajouts au panier, vous les enregistrez dans variable session. Puis à un moment donné, si vous passez l'achat, vous l'enregistrez, par exemple, dans une table sur la base de données. La troisième façon, c'est directement d'envoyer ce que vous ajoutez dans votre panier dans une table panier, dans votre base de données. Ça, l'avantage, c'est que si vous vous déconnectez puis vous vous reconnectez dans 2 jours, votre panier peut être encore rempli. Ça, c'est un choix à faire. Certains sites web, ils gardent vos éléments dans votre panier tant que vous ne le videz pas. Ça veut dire qu'ils enregistrent dans une base de données. D'autres sites web, si vous partez pendant 2 jours puis vous revenez, votre panier est vidé. Donc, c'est comme si vous oubliez votre panier à l'épicerie. Je ne pense pas qu'ils vont vous le garder pendant 2 jours. En tout cas, c'est un choix à faire, soit du côté serveur avec les variables session ou enregistrer dans des tables votre panier. Donc, comme je disais, il y a plusieurs versions disponibles sur Internet. Il y en a qui sont gratuits, qui sont payants. Moi, je vous propose ma version très, très, très simple avec les variables session. J'ai enlevé tout le flafla autour. J'ai gardé juste le code PHP, puis ma connexion MySQL, puis le minimum pour que ça fonctionne, là, vraiment. Là, okay? Donc, si vous regardez, là, le fichier liste.php va tout simplement afficher ce que j'ai dans ma base de données avec un petit bouton « Ajouter au panier ». Ce n'est même pas un bouton, là, c'est un texte Ahref qui mène à ajouter au panier. Donc, tout simplement ça. Puis, j'ai un petit lien aussi pour voir le panier. Donc, je vous donne mon code. Il y a un require connecté Angular comme vous aviez plus tôt dans la session pour se connecter. Donc, ce fichier panier-là va tout simplement... ce fichier-là va tout simplement afficher la liste de mes voitures avec le petit bouton que j'ai mis en jaune ici. Ce n'est pas un bouton, là, mais je l'ai appelé quand même bouton. Idéalement, ça serait sur un bouton qui va appeler panier.php puis qui va y passer les paramètres, par exemple, mon l'ID de ma voiture, le nom de ma voiture, et voir si c'est disponible ou pas. Dans un monde idéal, il y aurait un prix, mais dans ma base de données, pour l'instant, je n'avais pas de prix pour mes voitures. Puis là, je fais un insérer ici, signe de $ bouton, qui va m'amener vers le panier. Donc, ça ressemble pas mal à ça. J'ai un petit lien vers le panier ici. Mon code pour connecter Angular, je vous l'ai déjà donné pour les parties précédentes du cours, mais je l'ai quand même mis là pour que ça fasse partie du code si jamais vous décidez de vous lancer dans la conception d'un panier. Puis le résultat de panier.php, il n'est pas spectaculaire, mais il m'affiche les voitures que j'ai mis dans mon panier. Puis le prix est artificiel parce que je n'avais pas de prix pour mes voitures. Donc, j'ai additionné l'ID juste pour temporairement comme ça, pour faire un prix qui ressemble à un prix. Donc, la version de panier.php, ça ressemble pas mal à ça. C'est qu'on va récupérer ce qui a été envoyé quand on a appelé PHP. Si c'est un ajout panier, on va appeler une fonction qui s'appelle ajout. Si c'est une suppression, on va appeler une fonction qui s'appelle suppression. Si c'est un rafraîchissement, on va appeler une fonction qui est rafraîchissement, etc., etc. Donc, dans panier, ici, on va vérifier si c'est ajouté, si c'est suppression ou si c'est refresh. On va appeler des fonctions qui font ça dans un autre fichier. Donc, au début, j'ai inclus fonction panier.php qui va contenir toutes les fonctions. Donc, je reçois ici. Je mets des petits A commerciaux pour pas qu'il y ait d'erreur si jamais j'ai rien.
Puis ensuite de ça, j'appelle les fonctions. Puis ensuite de ça, je fais afficher le panier. Donc, tout ce qui est ici, c'est pour faire afficher le panier. Si vous voulez l'adapter à votre projet, juste changer les choses qui sont ici, qui correspondent à vos articles que vous avez. Donc, c'est pas mal ça. Je ne l'explique pas plus profondément que ça. Vous pouvez copier-coller mon code. J'ai mis un retour aux achats ici qui va fermer la fenêtre. Ensuite de ça, ici, j'ai la fonction panier.php qui contient les fonctions. La création du panier, avec moi, c'est mon ID, mon nom, mon disponible. Il y a un verrou pour verrouiller le panier aussi. Ajouter un article au panier qui va l'ajouter avec des array push. Très important, les array push dans ma variable session qui vont ajouter des éléments dans ma variable session qui contient mon panier. Donc, la valeur clé, c'est array push qui permet d'envoyer quelque chose supplémentaire dans ma variable session. Puis, j'ai la fonction supprimer ici qui va supprimer quelque chose dans mon panier. Ensuite de ça, je peux supprimer le panier au complet. Puis, montant global, moi, je ne m'en sers pas vraiment. J'ai juste additionné les ID. Mais sinon, vous pourriez mettre le prix des voitures là-dedans ou de votre article pour les additionner. Donc, c'est pas mal ça. J'ai ici une fonction supprimer le panier. Puis, j'ai verrouillé le panier qui est là. Puis, j'ai compté les articles, mais moi, je ne l'utilise pas vraiment dans mon panier. Donc, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Si on regarde sur mon back-end, qui est en PHP avec Apache, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc, liste.php va tout simplement chercher mes voitures avec leur ID, disponible ou non. Si je décide d'ajouter, par exemple, une Bugatti au panier, je clique sur Ajouter au panier, il ajoute ma Bugatti au panier. Je peux faire retour aux achats. Je vais acheter une Lamborghini. Je me sens moyen aujourd'hui. Donc, j'ai une Bugatti, une Lamborghini, comme ça. Je pourrais faire un retour aux achats puis acheter une Porsche Carrera. Donc, je pourrais être... Ah non, finalement, la Porsche Carrera, je ne la jette pas. Je vais la supprimer du panier. Ça va tout simplement supprimer du panier la Porsche Carrera que je viens d'ajouter. Donc, c'est aussi simple que ça. Il n'est pas spectaculaire. Je vais vous en montrer un qui est un petit peu plus spectaculaire que j'ai fait dans le cadre d'un autre cours. Bon, je vais tout simplement vous montrer le site qui a été fait avec WordPress où j'ai rajouté un panier assez facilement. Donc, si je vais dans la boutique, là, c'est des figurines que je peux ajouter. Regardez, ça, c'est ma boutique. Puis, j'ai un petit bouton Ajouter au panier. Fait que, mettons, je décide d'acheter figurine bébé Yoda, comme ça. Je décide d'ajouter des mignons au panier. Puis, mettons, je veux voir le panier. Regardez, je me suis mis un petit basket, un panier de basketball ici. Je peux voir le panier. Regardez, le panier, au moins, il est un peu plus visuel, comme ça. Puis, je peux appliquer un code promo aussi. Je peux mettre à jour le panier si je change la quantité. Donc, je pourrais faire ça. Je vais, mettons, passer la commande ici. J'ai un petit bouton PayPal que je peux cliquer avec un compte Sandbox que je me suis créé. Je peux vraiment passer un achat artificiel avec de la fausse argent. Donc là, j'ai cliqué sur le compte Sandbox. Je vais me connecter avec une adresse artificielle Sandbox pour faire semblant si je passais un vrai achat. Puis là, on va voir si ça fonctionne. Ça passe par PayPal. Puis là, je vais acheter mes petites figurines. Je vous rappelle que je ne les achète pas vraiment, mais regardez, là, je peux cliquer ici. Je peux aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le panier. Figurine bébé Yoda, bébé moto, figurine mignon. Ça me coûte 108 $. Je peux cliquer sur Pay Now pour payer. Et ensuite de ça, ben là, je vois que ça a été concluant. J'ai réussi à payer. Je peux retourner sur le site web où j'ai fait mes achats avec mon numéro de commande, le détail de mon reçu, etc. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. C'est assez facile, mais le programmer par nous autres mêmes, ça demande beaucoup plus de travail. Bon, on y va avec la petite présentation du TP4, version finale. Donc, ce que je vous demande pour la dernière partie, avant de le mettre sur le serveur du Cégep, c'est, si possible, de tout simplement d'ajouter un des 5 petits services que je vous ai montrés aujourd'hui. Donc, moi, j'en ai inséré quelques-uns dans mon projet final. Donc, si vous regardez dans mon projet final d'Angular, c'est voiture TP4 finale, mais évidemment, j'ai un dossier back-end dans mon projet Angular pour pouvoir me connecter au serveur. J'ai le petit dossier CK Editor, j'ai le petit dossier GD pour la librairie GD pour faire afficher, par exemple, les voitures. J'ai un petit dossier image parce que j'ai mis
un petit curseur, un petit GIF animé qui me fait patienter pendant 2 secondes, non, plutôt pendant 1 seconde, pour rafraîchir ma page. Vous avez vu qu'on avait un problème de rafraîchissement de page, donc j'ai ajouté ça. J'ai un module paiement qui me permet de payer pour acheter une voiture sport. J'ai un panier pour voir le panier électronique. Je fais un petit panier électronique avec le code PHP de base que j'ai montré dans les notes de cours. Ensuite de ça, j'ai un deuxième panier pour mon bouton achat. Et j'ai un bouton upload pour envoyer des photos de voitures sport, par exemple, sur mon serveur web pour pouvoir les afficher. Donc, je fais une petite démonstration de ça. Première des choses, si je vais dans Visual Code Studio, dans mon App Component HTML, ben, j'ai rajouté tout simplement là, des barres de navigation, 3 barres de navigation qui vont m'amener vers mon fichier PHP album photo, mon fichier upload.html qui va me permettre d'envoyer une image sur mon serveur et liste.php pour voir, par exemple, pouvoir acheter des voitures. Okay, donc, j'ai rajouté ces 3 petits liens-là. Donc, ce qui va donner comme résultat, si on va voir le résultat du côté de mon localhost 4200. Oh, je n'ai pas démarré. Donc, je vais aller démarrer mon service. A few moments later. Donc, vous voyez mon application ici. Donc, vous voyez que j'ai des nouvelles parties en haut, album photo, envoyer photo et acheter des voitures. Donc, si je me connecte pour commencer, je vais vous faire la petite démonstration. Si je fais récupérer les voitures, j'ai mis un petit temps d'attente ici, puis là, je vais récupérer les voitures sur mon serveur et je fais afficher les ID. Je trouvais ça un petit peu plate de ne pas voir les ID. Donc, comme ça ici, ben, je peux ajouter des voitures. Ça va se faire en temps réel. Donc, j'ajoute une voiture, mettons, une Lada Sport, non disponible. Je fais enregistrer. Donc, on voit ici la Lada Sport qui est là. Si je fais enregistrer mes voitures sur le serveur, j'ai un petit temps d'attente et je vois mes voitures apparaître avec leur nouveau numéro ID. Si je veux supprimer une voiture, je clique sur supprimer la voiture. Je me demande est-ce que je veux supprimer ma voiture, je fais OK. On voit le petit temps d'attente et ma Lada n'est plus ici. Donc, ça fonctionne bien. Pour ce que j'ai rajouté, petite démonstration, l'album photo. Si je clique sur album photo, il va tout simplement appeler ma page PHP, comme on a vu dans la matière, qui va faire apparaître mon album photo ici avec mes voitures que j'ai dans un dossier. Donc, tout simplement, il va créer une miniature avec la librairie GD. Je vais pouvoir cliquer, par exemple, sur la voiture et la voir dans un nouvel onglet en format plus grand. Donc, je vois un petit contour gris, etc. Donc, c'est les mêmes codes que je vous ai fournis. Donc, la McLaren, par exemple, je peux l'avoir en gros comme ça. Donc, je vois l'album photo. Si je rajoute des photos, bien, vous allez voir, ça va rajouter tout simplement une image ici. Donc, si je ferme mon onglet ici, je reviens sur l'onglet « Envoyer une photo ». Je commence « Envoyer une photo ». Donc, je vais choisir une photo ici qui est ici. Je vais choisir de préférence une JPEG. Mettons ici, j'ai une voiture. Ici, je ne sais pas si je l'ai déjà. Je vais prendre quelque chose qui n'est pas une voiture. Donc, exemple ici, là, je vais prendre une image de la nature. Ce n'est pas une voiture. Fait qu'on va voir s'il l'a ajouté. Je clique sur Ouvrir. J'envoie le fichier. Donc, je vais aller voir mes photos. S'il a rajouté ma petite photo miniature de la nature. Regardez, il a rajouté ici, si je ne me trompe pas, c'est en Australie. Donc, vous voyez l'image qui apparaît ici. Donc, en faisant le upload sur le serveur, maintenant, j'ai la petite voiture qui apparaît comme ça. Donc, j'ai aussi mis un panier pour acheter les voitures, le panier que je vous ai remis, qui est bien simple, qui n'a pas de bootstrap, il n'y a pas rien. On voit juste mes voitures apparaître. Si je décide, par exemple, de voir le panier, présentement, il est vide. Si je clique, je décide de m'acheter une Ferrari, parce qu'elle est disponible, je clique sur Ajouter au panier, je vois son ID, la Ferrari, je vois qu'elle est disponible. Je vais retourner aux achats. Je vais rajouter, par exemple, la Porsche Carrera. Je vois la Ferrari, la Porsche Carrera dans mon panier. Je peux, par exemple, décider de supprimer la Porsche Carrera. Et comme ça, c'est supprimé de mon panier. Je peux retourner aux achats. Je peux voir le panier comme ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai un bouton rafraîchir qui permet de rafraîchir la page. Donc, je peux faire retour aux achats comme ça puis fermer le panier. Je l'ai ajouté aussi directement
dans les détails. Mettons, je vais voir ma Lamborghini, les détails de ma Lamborghini. Je pouvais avoir le bouton Acheter ou le bouton Ajouter au panier. Si j'ai le bouton Ajouter au panier, il va m'ouvrir un onglet et je vais voir mon panier où j'ai ajouté la Lamborghini. J'ai rajouté aussi un petit bouton Finaliser l'achat. Si je clique sur Finaliser l'achat, ben, il m'envoie vers le montant total que ça va me coûter pour acheter mon panier de voiture sport. J'ai un petit bouton PayPal qui me permet de cliquer sur Acheter et qui va me rediriger vers PayPal. On ne va pas faire la transaction au complet, mais on est capable de voir que ça fonctionne. Si je rentre mon mot de passe, je vais pouvoir me connecter. Ensuite de ça, j'ai un petit bouton Acheter qui me permet d'aller directement à Acheter pour acheter juste cette voiture-là, la Lamborghini, et cliquer sur le bouton PayPal pour acheter la Lamborghini. Ça va vers mon PayPal comme ça. Ensuite de ça, je vais vous faire une petite démonstration de ce que ça pourrait faire un panier au complet, mais qui soit un peu plus joli, que j'ai fait dans une autre application où je me suis un petit peu plus appliqué qu'un panier qui est fait juste en texte comme ça. OK, petit rappel, une fois que votre projet est terminé, c'est le temps de le remettre, de l'envoyer sur le serveur du Cégep. Donc, avant de construire, faire un build de votre projet, une fois que c'est terminé, il y a des petites choses à modifier avant de l'envoyer sur le serveur. Parce que les adresses ne seront pas les mêmes sur leur serveur que quand vous êtes en local ici sur votre machine. Donc, première des choses, allez dans Visual Studio Code et assurez-vous que les adresses, au lieu d'avoir l'adresse absolue qui part de HTTP, on va les mettre en adresse relative, c'est-à-dire qui part directement du dossier dans lequel vous allez copier. Donc, moi, j'ai déjà écrit mes adresses, fait que je fais juste les mettre en commentaire, puis je vais décommenter mes autres adresses qui sont en relatif. En relatif, ça veut dire qu'au lieu de partir de HTTP, mes adresses vont partir directement du dossier dans lequel mon projet Angular va être. Comme ici, paiement, panier 2. Même chose pour ajouter une voiture au panier ici. Ben, il va le faire. Pour détruire une voiture, ben là, je vais le mettre, cette adresse-là, en commentaire et je vais décommenter l'adresse relative qui commence directement dans mon dossier ici. Même chose pour mes autres adresses. Avant de construire mon projet, je vais décommenter l'adresse relative et je vais mettre en commentaire mon adresse absolue. Donc, moi, j'ai mis les deux pour que ce soit plus rapide à faire. Même chose ici. Je mets en commentaire mon adresse absolue et je vais décommenter mon adresse relative qui commence directement dans le dossier, dans ce cas-là, back-end. Est-ce que j'en ai d'autres? Non, j'en ai pas d'autres. Donc, j'enregistre ça. Bon, petit oubli, il faut évidemment que j'aille changer aussi les liens que j'ai dans mon menu. Donc, dans App Component HTML, j'ai 3 liens ici. Donc, je suis obligé de les mettre eux autres aussi en adresse relative au lieu d'être en adresse absolue, c'est-à-dire que je commence à l'endroit où je suis et je m'en vais direct dans le dossier GD, direct dans le dossier Upload, direct dans le dossier panier. Il faut que je le change là aussi. Donc, je vais sauvegarder ça. Et aussi, je dois penser, j'ai une petite image dans mon projet, donc je dois aller changer la route où je vais chercher l'image aussi. Donc, ça, c'est dans mon component, mon premier. Donc, ici, j'ai une petite image, un GIF animé. Donc, je dois le mettre en relatif aussi. Donc, je vais enlever la route et je rentre directement dans le dossier image pour voir l'image. J'enregistre tout ça. Aussi, il faut penser à aller changer peut-être le nom de ma base de données, le nom de mon fichier de ma table si c'est nécessaire. Donc, je dois aller dans mon fichier pour me connecter pour changer tout ça. Donc, si je vais dans ma partie back-end où il y avait mon fichier pour me connecter à la base de données, connecter, je vais tout simplement aller changer ici. Dans la connexion, j'ai localhost, root. Le mot de passe, le user, ça ne sera pas le même. Le user, ça va être équipe 1, H21, DW. Le mot de passe,
si je ne me trompe pas, ça va être Divock21. Et le nom de la base de données, ça va être aussi équipe 1 H21 DW. Donc, il faut changer ces petits trucs-là dans ma connexion parce que quand je vais être sur le serveur, ça ne sera pas le même nom d'usager, ça ne sera pas root, ça ne sera pas le même mot de passe, puis ça ne sera pas le même nom de base de données. Donc, ça devrait ressembler à ça. J'enregistre tout ça. Je l'enregistre. Ensuite de ça, je vais ici dans mon terminal où j'ai mon projet Angular. Je vais faire CTRL-C pour l'arrêter. Puis là, au lieu de faire sudo ngs, je vais faire sudo ngb pour build, pour construire mon projet Angular, qui va l'envoyer dans un dossier dist pour distribution. Puis après ça, je vais pouvoir l'envoyer sur mon serveur. Donc, c'est fait. Je m'en vais dans mon Nautilus qui est ouvert en mode administrateur. Je vois ici qu'il y a un dossier dist qui est là, dans lequel j'ai voiture 5.5, puis dans lequel j'ai mes fichiers qui prennent beaucoup moins d'espace que je vais pouvoir envoyer sur le serveur. Par contre, j'ai besoin de tous mes dossiers backend, CK éditeur, attendez un petit peu, backend, CK éditeur, GD, image, paiement, panier 2, et upload, que je vais copier dans mon nouveau projet, comme ça. Donc, je vais pouvoir prendre voiture 555 et l'envoyer sur le serveur. Étant donné que je suis dans ma machine virtuelle, je vais le copier sur une clé USB qui va se connecter à ma machine virtuelle. Je pourrais aussi me l'envoyer par courrier électronique, le zipper puis me l'envoyer par courrier électronique pour que ce soit plus facile. Donc, je l'ai copié sur ma clé USB. A few moments later. Et voilà, c'est fait. Je vais éjecter ma clé USB pour pas qu'il y ait d'erreur de copie. Bon, ensuite de ça, je vais aller sur le site phpdinfcll.qc.ca. Regardez, j'ai tout mis vos numéros d'étudiants. Donc, vous devez, avec un logiciel de FTP, aller porter vos fichiers dans votre dossier sur le serveur. OK? Donc, pour ce faire, moi, j'utilise FileZilla. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser FileZilla. Moi, je vais utiliser FileZilla. Je vais me connecter avec le nom d'usager et le mot de passe. Je vais l'enregistrer ici. Qui est équipe 1 H21 DW. Avec le mot de passe Divock. Bon, maintenant, je suis connecté dans mon compte, dans le dossier de tout le groupe. Moi, je vais aller à mon numéro d'étudiant qui est ici. Je vais supprimer tout ce qu'il y a là parce que ce n'est plus une bonne version. Puis là, je vais aller sur ma clé USB qui doit être en quelque part ici. Voiture 55. Puis dans voiture 55, ben là, je vais copier tout ce qui est là sur le serveur du Cégep dans mon dossier avec mon numéro d'étudiant. A few moments later. Pour faire ça, n'oubliez pas que vous devez être connecté au VPN du département d'informatique ici. A few moments later. Une fois que c'est fait, évidemment, si vous n'avez pas déjà créé votre base de données, il faut aller créer votre base de données. Vous allez vous connecter avec phpMyAdmin, avec le mot de passe que je vous ai donné.
vous allez ici dans équipe 1, équipe 1 H21DW. Vous créez une nouvelle table qui correspond à ce que vous utilisez dans votre projet avec Angular. Moi, c'est déjà fait avec voiture sport. Donc, on voit mes voitures qui sont ici avec le numéro ID. On va faire un test, voir si ça fonctionne vraiment à distance. Donc, je vais aller sur le site DNF. Je vais tout simplement aller sur mon numéro, voir si ça fonctionne. Une chose très importante que j'ai oublié de faire, c'est que dans le fichier index.html, c'est très important d'aller rajouter le petit point au slash dans une des lignes. Fait que là, vous allez voir, je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Dans Visual Studio Code, si vous regardez ici, il manque le petit point dans le href. Donc, je vais aller mettre le petit point. J'ai oublié de le faire quand j'étais sur mon serveur Ubuntu. Donc, je clique sur Enregistrer. Je n'oublie pas que là, je suis à l'extérieur. Donc, je dois le pousser avec FileZilla sur le serveur. Donc, on va faire un test. Bon, une fois vos fichiers copiés sur le serveur, si jamais vous apercevez que vous avez oublié de faire des modifications ou il y a des petites erreurs, il n'est pas toujours trop tard. Vous pouvez souvent, à l'aide d'exemple de FileZilla ici, je peux tout simplement, là, bouton droit de la souris, éditer. Moi, j'ai configuré pour qu'il s'ouvre dans mon Visual Studio Code sur ma machine. Donc, je peux venir faire des modifications. Maintenant, j'ai oublié de changer les mots de passe pour me connecter à la base de données ou des trucs comme ça. Il n'est pas trop tard pour aller faire des modifications, même quand les fichiers sont sur le serveur. Tout ce qui est important, c'est regarder, mettons, je fais une modification, je reviens. Quand je fais enregistrer, il ne faut surtout pas oublier d'aller dans FileZilla pour faire au oui, pour le pousser sur le serveur. Est-ce que tu comprends les mots qui sortent de ma bouche? À ce moment-là, la modification va être faite sur le serveur. Mais non, personne ne les comprend les mots qui sortent de ta bouche, mon pote. Donc, si je fais ma petite démo sur le serveur phpdnfcll.qc.ca avec mon numéro d'étudiant, si je n'ai pas oublié d'aller mettre le petit point dans mon index.html, ça devrait fonctionner. Je peux me connecter. Puis là, je vais tester mes trucs, récupérer les voitures. J'ai mis mon petit GIF. Je récupère les voitures. Je peux aussi enregistrer les voitures sur le serveur. Les numéros ont changé. Supprimer une voiture. Je peux aller dans mon panier ici. Je peux aller sur Acheter. Il va me rediriger pour payer sur PayPal ou ajouter au panier. Donc, je vais rajouter à mes voitures qui sont déjà disponibles. Je vais supprimer les voitures de mon panier. Retour aux achats. Tout ce que je peux faire aussi, bien là, j'ai album photo. J'ai mon album photo qui apparaît ici. Ce que je peux faire aussi, c'est envoyer une photo sur le serveur. N'oubliez pas d'aller donner les droits dans votre dossier 777 pour être capable d'aller écrire dans ces dossiers-là. Donc, moi, j'avais fait l'erreur au début. J'avais oublié de mettre 77. Il était 775 pour les droits sur le dossier. Donc, bouton droit, vous pouvez aller changer les... Bon, là, je vais envoyer une photo. Je n'ai pas de photo de voiture. Je vais envoyer une photo de bébé Yoda. Comme ça. Je l'envoie sur le fichier. Il me dit que ça a réussi. Mais au début, j'avais oublié de donner les droits, donc ça ne fonctionnait pas. Je vais aller voir si ça a fonctionné, ma photo de bébé Yoda. Ce n'est pas une voiture, mais oui, c'est ici. Donc, j'ai ma photo de bébé Yoda et j'ai mes autres voitures qui sont ici. Et je peux aussi aller dans mon panier d'achat, qui est vraiment vide comparé à mon application Angular, là, qui est plutôt back-end. Là. Mais je peux aller voir le panier qui est vide, ajouter des voitures, retour aux achats, comme ça, supprimer dans le panier. Donc, ça fonctionne. Tout fonctionne, mais quand il y a des petits trucs qui ne fonctionnent pas, je vous rappelle que même si vous avez oublié de changer des adresses, des URL, changer le mot de passe, le nom d'usager pour vous connecter à la base de données n'est pas bon, vous pouvez toujours venir ici dans votre compte puis aller jouer dans vos fichiers. Puis, bon, c'est sûr que si c'est au niveau d'Angular, il va falloir travailler sur Angular puis refaire un build. Mais si c'est au niveau, par exemple, des fichiers PHP, comme la connexion, si vous avez oublié de la modifier, vous pouvez toujours l'éditer comme ça. Il va l'envoyer sur votre machine dans un éditeur de texte.
Vous allez pouvoir aller faire vos petites modifications, faire enregistrer. Puis ensuite de ça, dans FileZilla, il va vous demander si vous voulez le renvoyer sur le serveur. Vous faites oui. Puis ça prend quelques secondes souvent, puis c'est renvoyé sur le serveur. Donc, ça finit ma petite démo. Bon, mais c'est ce qui termine la partie théorique pour ce cours-là. On n'a pas plus de temps cette session-ci. Donc, évidemment, je serais bien heureux d'avoir vos commentaires sur le contenu du cours. C'est la première fois qu'il se donnait, donc il y a beaucoup de possibilités d'amélioration pour ce cours-là. J'en suis très conscient. Donc, vos commentaires seront évidemment les bienvenus. Pour ce qui est des remises et de l'examen, OK? Bon, si on change de mois, cette semaine, c'est du 3, 4, 5, 6, 7. C'est la dernière théorie. Dernier temps pour travailler sur votre projet web. Le 10, lundi, le 10 mai, ça va être l'examen final à partir de 10 h le matin jusqu'à midi. Je répète, lundi, le 10 mai, c'est l'examen final de 10 h le matin jusqu'à midi. Puis la remise du projet, je vous ai mis jusqu'au 12 mai parce que je sais que vous aviez beaucoup de remises, beaucoup d'examens avec les autres cours. Donc, si jamais vous avez des problèmes, faites-moi signe. Je suis très malléable là-dessus. Mais là, j'ai mis la remise sur le 12 mai. Le 12 mai, bien, la remise, c'est pas m'envoyer un courriel. C'est tout simplement réussir à envoyer votre projet sur le serveur du Cégep. Si vous avez des problèmes avec le serveur du Cégep, de connexion, etc., n'hésitez pas à m'envoyer des messages par Mio, aussi sur Teams et aussi sur les heures de laboratoire. Venez me voir, on va le faire ensemble. Je vais vous aider. Il n'y a pas de trouble là-dessus. Là, je suis payé pour ça. Donc, je suis payé pour vous aider. Pour ce qui est de l'examen, ben, tout ce que je peux vous dire pour l'examen, c'est tout ce qu'on a vu depuis le premier examen. C'est pas mal juste du Angular. À part cette semaine où on a vu un peu de PHP puis de trucs, les différents trucs. Je peux vous poser des questions théoriques là-dessus. Mais les autres questions de l'examen, ça va être plutôt des choix de réponse, des vrais ou faux, beaucoup de vrais ou faux. S'il y a du code à faire à l'examen final, ça va surtout être du code que je vais vous donner puis que je vais me demander d'expliquer. Donc, je ne vous demanderai pas d'écrire du code TypeScript, ça de long à l'examen. C'est sûr et certain. Donc, probablement que je vais vous donner un peu de code, me demander de m'expliquer ce que ça fait, ce code-là. Si vous avez fait les laboratoires d'Angular, vous devriez commencer à être à l'aise un petit peu avec Angular. Fichier HTML, fichier TypeScript, fichier CSS, être capable de naviguer là-dedans. Comment faire pour importer, par exemple, une fonction qui est dans un autre component. En tout cas, tous ces trucs-là, c'est sûr, je vais vous poser des questions. Mais étant donné que c'est un examen en ligne, ça va surtout être des choix de réponse, etc. Et vous avez le droit à vos notes de cours. Pas ceux du voisin, pas ceux de la voisine. Puis vous n'avez pas le droit normalement de faire des recherches sur Internet ou d'aller sur YouTube ou des choses comme ça. Mais vous avez quand même le droit de regarder les notes de cours que je vous ai fournies pendant la session. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour l'examen. Si ce n'est pas clair, vous venez me voir sur les heures de lab ou envoyez-moi des messages. Je vais essayer d'être le plus clair possible puis de répondre à vos questions. Donc, merci à tous. On se voit le lundi, le 10 mai, pour l'examen final à 10 h. Sinon, vous venez me poser des questions. Pas de problème, je suis payé pour ça. Je vais essayer de vous aider. Merci. Bonne fin de journée. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.